Bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être présents dans ce programme Parlons-en. Nous sommes toujours dans le premier numéro, mais la deuxième partie de ce premier numéro, dans lequel nous abordons la thématique des grossesses et maternités précoces, causes, conséquences et remèdes. Et comme pour le premier numéro, nous avons le même panel qui va nous aider à aborder les autres aspects de cette thématique pour être assez holistique sur la question. Et le panel de ce soir, c'est toujours le révérend docteur Adadé Ayi. Le révérend docteur Adadé Ayi est le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Djidjolé, Temple Ebenezer. Il est également enseignant à la FATAD. Sur le panel, nous avons également le docteur Anne-Marie Lokodonou. Docteur Lokodonou est médecin généraliste à la clinique Lokodonou. Et notre troisième panéliste, c'est le juge Wotor Clément, qui est le président de la Cour d'appel de Lomé. C'est donc avec ce panel aidé également d'autres experts sur cette question, notamment le docteur Essou et madame Suedjede, que nous allons aborder cette seconde partie qui va nous amener à tisser les fils autour de la première partie dans laquelle nous sommes allés sur notre thématique, les grossesses et les maternités précoces. Nous avons vu ce que c'est, à quel moment de la vie une grossesse, une maternité précoce survient. Nous avons également parlé des conséquences que cela peut entraîner pour celle qui est tombée enceinte à un âge très précoce, mais également pour celui qui va devenir père sans être préparé à cette réalité-là. Les conséquences sont aussi bien présentes sur le plan clinique, sur le plan spirituel, sur le plan physique et dans bien d'autres domaines. Eh bien, pour cette seconde partie, on va plus aller dans les conseils, voir aussi les conséquences d'un certain nombre d'actes qui peuvent découler de ces grossesses et maternités précoces et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir justement la survenance de cette situation qui, il faut le dire, n'épargne personne et fait des dommages dans de nombreuses familles. Nous allons donc, sans plus tarder, aller sur le plan, sur la première question. Je vais me retourner vers le pasteur Adadé Ayi. Nous avons fait un peu le tour de ce que c'est que les grossesses et la maternité précoce. On a vu que les conséquences sont lourdes, que ce soit pour la jeune fille, que ce soit pour le jeune garçon. Mais on connaît aussi la réalité de nos sociétés aujourd'hui. C'est une réalité qui est là, il faut faire avec. Et certainement qu'il y a déjà, pasteur Adadé, des gens qui se retrouvent dans cette situation de grossesse, de maternité précoce. J'ai envie de commencer par vous demander quel conseil vous avez à donner, par exemple, à une jeune fille qui se retrouve dans cette situation, à un jeune homme qui, de façon prématurée, est auteur d'une grossesse. Samuel, merci. Pour les victimes de ces grossesses précoces, je dirais qu'il n'a qu'à prendre courage, la jeune fille comme les garçons qui sont auteurs de ces grossesses. Si vraiment ils reconnaissent qu'ils n'ont pas bien agi, il faut premièrement qu'ils se repentent et qu'ils regrettent sincèrement l'acte qu'ils ont posé. Et ensuite, ils n'ont qu'à aussi demander pardon
à Dieu, demander pardon à leurs parents et leur promettre qu'ils ne vont plus recommencer, mais qu'il ne leur vienne jamais à l'esprit de vouloir avorter. Parce que quand on commet un péché, il faut se repentir. Le fait de ne pas vouloir se repentir peut nous amener à commettre d'autres péchés. Il vaut mieux se repentir et accepter de garder la grossesse jusqu'à terme et à partir de cet instant, prendre conscience. Ils peuvent refaire aussi leur vie parce que nous avons dit la fois passée que les études peuvent être hypothéquées quand on contracte une grossesse. Mais si on a la bonne volonté, on peut accoucher et reprendre le chemin de l'école et réussir dans la vie. Tout est possible à celui qui a la bonne volonté. Ça ne peut pas mettre frein à leur avenir. Ils peuvent réussir s'ils se repentent sincèrement et ils demandent la clémence de Dieu. Les parents peuvent revenir à de meilleurs sentiments et les accompagner. Maintenant, il y a aussi le jeune homme qui se retrouve prématurément dans une situation où il va être amené à devenir père. On s'imagine tout ce qui peut se passer dans sa tête. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce jeune homme-là? Pareil, il ne faut pas qu'il cherche à vouloir avorter la fille. Et lui aussi, il n'a qu'à prendre courage et se remettre au travail. Si c'est pour les études, il peut recevoir la bénédiction de ses parents et reprendre le chemin de l'école et continuer les études jusqu'à réussir. Tout dépend de sa détermination à aller au-delà du péché qu'il a commis. Ça arrive. Certains parents veulent vous mettre hors de la maison, mais bon, ça dépend de la manière dont vous-même vous ressentez le mal et que vous venez auprès de vos parents pour demander pardon. Mon enfant ne peut pas revenir chez moi pour demander pardon et je vais le jeter par la fenêtre. Non, je vais accepter le pardon, lui donner encore une deuxième chance. Merci beaucoup, Pasteur Adadé, pour cette réponse. Docteur Lokodonou, vous l'avez dit clairement la dernière fois, lorsque une jeune fille qui n'a pas encore véritablement l'âge se retrouve dans de pareilles situations, on s'imagine tous les risques que cela peut constituer pour elle. Mais dans la situation, nous sommes à un moment où la situation est déjà là. En tant que médecin, quel conseil vous donnez à cette jeune fille pour son accompagnement jusqu'à ce que la grossesse arrive à terme? Merci. Comme a dit le pasteur Adadé, il ne faut surtout pas avorter. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, pasteur, qu'il faut le regretter, demander pardon à Dieu, demander pardon aux parents. Et je voulais ajouter quelque chose qui est moins évident, demander pardon à soi-même. Je me suis fait du mal. Parfois, on ne voit pas ça. Et parfois, c'est quand tu réalises cela, c'est ce qui te fait le plus pleurer. Je me suis fait du mal. Et cette prise de conscience va entraîner, la jeune fille va se remettre debout en disant « Ok, je me suis fait mal, mais ça suffit comme ça. » Et elle se remet debout. Et cela me semble important. Au-delà de tout ce qui est médical, cette remise debout de la personne à l'intérieur d'elle-même. Et donc maintenant, concernant cette grossesse, comme le pasteur a dit, nous n'allons pas avorter cette grossesse, nous n'allons pas la cacher aux parents et nous allons la suivre médicalement. Nous n'allons pas aller dans les petits centres de santé, nous allons la faire suivre normalement dans les centres de santé où il y a tout ce qu'il faut pour le suivi de cette grossesse. Et souvent, ces grossesses précoces, ces jeunes filles peuvent avoir attrapé des maladies sexuellement transmissibles. Et dans les centres de santé,
il y a systématiquement un dépistage des maladies sexuellement transmissibles, premièrement. Et deuxièmement, le suivi de la grossesse avec tous les conseils qu'on peut donner à la jeune fille. Parce que ce que nous voyons parfois, la jeune fille se sentant coupable cache la grossesse. Et souvent, c'est pratiquement vers la fin de la grossesse que les parents le découvrent. Ou que c'est à l'accouchement que quand la jeune fille est en travail, qu'elle dit qu'elle est en grossesse. Et à ce moment-là, c'est des grossesses qui, pour la majorité des cas, elles se passent bien. Mais quand elles se passent mal, elles se passent très mal. Parce que les complications sont là, on ne les a pas vues venir et il y aura toutes les maladies liées à la grossesse elle-même, l'hypertension, l'anémie, l'éclampsie, et puis après il y aura des complications liées à l'accouchement. Des complications liées à l'accouchement. Et au niveau de l'accouchement, dans 20% des cas, il faut faire une césarienne. Et dans 46% des cas, l'accouchement se passe mal. Et parfois, la jeune fille va saigner. Et quand la jeune fille saigne, c'est compliqué parce qu'il y a une anémie aiguë et on peut perdre la maman. Et nous savons qu'au Togo, quand vous saignez, trouver du sang n'est pas facile. À Lomé, c'est déjà pas facile, alors quand on est en milieu rural, c'est des jeunes filles qu'on peut perdre. Il y a beaucoup de morts de jeunes filles autour de l'accouchement. Et après, il y a le problème lié au nouveau-né lui-même. Le nouveau-né pourra avoir une souffrance. Ce sont des tout petits bébés qui naissent avec moins de 2,5 kg. Et certains de ces bébés meurent. Et il y a aussi ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire la grossesse vient à terme, mais c'est des petits bébés. Et c'est des enfants qui ne grandissent pas bien après. Donc voilà, il y a aussi au moment de l'accouchement, quand l'accouchement est très difficile, surtout dans des milieux, en milieu rural par exemple, il y a des déchirures, du vagin vers la vessie devant, vers l'anus derrière, et puis des cicatrisations mal faites, et ça c'est un gros problème. C'est un gros problème après. Voilà. Merci docteur, mais quand vous présentiez le tableau de la situation, une situation est venue à mon esprit. Vous savez, ces jeunes filles qui n'ont pas encore l'âge requis, qui tombent enceintes, et pour cacher ça à leurs parents, quand elles sortent, comment on dit, c'est un peu comme si elles mettent un pagne pour attacher le ventre, pour que le ventre ne se fasse pas voir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une jeune fille dans pareille situation qui fait ça? Est-ce que c'est dangereux pour sa vie, pour la vie de l'enfant? Bien sûr que c'est dangereux. Puisque de toutes les façons, à un moment, ça va se savoir. Ça va se savoir. Donc, autant que ça se sache, de toutes les façons, il faudra faire face à cela. Il faudra à un moment ou à un autre faire face à cela. Et il faut prendre ton courage à deux mains. Et comme je disais, quand la jeune fille aura reconnu elle-même le mal qu'elle s'est fait à elle-même, si elle arrive à rebondir et faire face, à un moment, il faut faire face. Okay? Parce que si elle cache cette grossesse, plus elle le cache longtemps, plus les complications peuvent survenir. Il y a des parents qui ne le savent qu'au moment où la jeune fille rentre en travail. Voilà. Et en milieu rural, c'est une catastrophe. En milieu rural, c'est une catastrophe. Merci beaucoup, docteur Lokodonoum. Juge Autant, lorsque la situation arrive et que la jeune fille tombe enceinte, finalement, c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure des parents, mais on cherche d'abord l'auteur de la grossesse et on découvre que lui aussi, c'est un jeune homme qui n'est pas encore responsable devant la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut incriminer dans de pareils cas, légalement, je veux dire? Merci. Avant d'arriver à la question, lorsque vous parliez tout de suite
Mes souvenirs sont allés lorsque nous étions aux années 86 par là. Nous avions une camarade de classe. Personne ne savait qu'elle était enceinte. Mais on reprenait les classes à un moment où il y avait l'harmattan à Sokodé. Et elle avait un pull un peu grand. À chaque fois, elle avait les mains dans la poche de son pull. Bon, nous sommes allés en congé de Noël et au retour, on nous dit qu'elle est décédée. Mais comment pouvait-elle décéder? Elle était pleine de vie. On dit qu'en réalité, elle portait une grossesse et elle a attendu les congés pour avorter. Et au cours de l'avortement, ça s'est mal passé. Donc, cela veut dire que véritablement, les jeunes tentent de cacher leur état de grossesse, les femmes surtout, dans l'expectative de trouver une solution, bon, notamment par l'avortement. Et malheureusement, c'est ce qui arrive, c'est le scandale, c'est le désastre. Et on peut arriver à décéder, à perdre sa vie. Donc le conseil est bienvenu, il faut éviter de cacher. Il faut éviter de cacher ça et parler dès les premiers jours. Dans une autre situation, c'est une anémie qui est survenue et la fille a failli perdre la vie parce qu'elle a caché. Et à l'hôpital, on a dû commencer par faire la transfusion sanguine rapidement pour ne pas la perdre. Et arrivé à l'hôpital, c'est à ce moment qu'on se rend compte que la fille portait une grossesse. Ce sont les médecins qui ont informé les parents, mais votre fille porte une grossesse déjà qui fait déjà les 3 mois. Et les parents n'en savaient rien. Donc, si vous tentez de cacher, eh bien d'abord, le garçon, lui, continuera à faire d'autres grossesses parce qu'il n'est pas mis face à ses responsabilités. Et au finish, lorsqu'on ira le prendre pour dire qu'il est l'auteur de la grossesse, vous vous rendrez compte qu'il y a aussi une autre fille de l'autre côté, et c'est souvent le cas, qui est également enceinte du même garçon. Et cela s'est passé dans la même période. Maintenant, pour en venir à la question, qui prend-on comme responsable? C'est un peu difficile, mais puisque ce sont des mineurs, automatiquement, on se réfère aux parents. Automatiquement. Parce que pour prendre en charge une grossesse, il faut une personne qui dispose des moyens. Donc, on invite les parents et on voit ce qu'il faut faire. Mais le premier problème qui se pose, c'est le problème de la reconnaissance de cette grossesse-là. Parce que les jeunes, parfois pris de peur et autres, ils commencent par nier automatiquement. La première réaction, c'est de dire non, c'est pas moi. Bon, quand on arrive à le confondre en disant mais vous avez quand même eu des relations sexuelles, bon, ça commence par être un peu mou. Non, c'est une seule fois. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il est véritablement l'auteur. Le temps qui passe pendant cette période-là peut être source de différents problèmes. Parce que les parents de la fille se braquent, ils se disent ah non, il ne peut pas mettre notre fille dans cet état et prendre une telle position comme si c'est notre fille elle-même, ou bien on commence par dire non, il y avait aussi celui-ci, il y avait aussi cela, et ça blesse les parents. Alors que dans une telle situation, si les parents ne viennent pas de manière conciliante, eh bien ça devient grave parce que on commence par penser à l'emprisonnement et on commence par penser à des mesures plus graves. Donc, je crois que le premier conseil à ce niveau, c'est de reconnaître, de prendre ses responsabilités et que les parents également sachent que c'est arrivé et qu'ils acceptent d'apporter leur encadrement, d'apporter leur soutien pour que de l'autre côté également les gens puissent être compréhensifs pour accompagner la situation. Merci beaucoup, juge Autor. On va faire un deuxième tour et je rappelle jusqu'après ce deuxième tour de questions, on va prendre une première série de questions dans le public. Pasteur Adadé, tout le monde l'a dit et dans la situation que chacun d'entre vous a présentée, la plus grosse difficulté qui se dégage, c'est d'aller le dire aux parents. C'est vrai qu'ici, c'est facile de le dire, qu'il faut assumer ses responsabilités
mais nous parlons de jeunes filles, de jeunes garçons qui n'ont pas l'âge de la puberté. Papa, peut-être il est déjà un lion dans la maison. Maman, elle est une tigresse dans la maison. Allez lui annoncer ça, c'est que vous signez votre arrêt de mort. Alors là, maintenant, par rapport aux parents, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Merci. Bon, par rapport aux parents, est-ce que pour nos enfants, nous avons besoin d'être tigres ou tigresses? Non, il faut la rigueur. Mais nous n'allons pas être des animaux féroces pour dévorer nos enfants à la maison. Il faut avoir assez de maturité. Nous aimons nos enfants et par maladresse, cela peut arriver. On ne le souhaite pas. Bon, quand ça arrive, il faut avoir toujours le cœur humain, démontrer toujours son amour à l'endroit de l'enfant, l'accepter, et puis, bien sûr, regretter l'acte qui est posé, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour récupérer mon enfant? C'est la question que nous devons poser. Alors, si l'enfant a le courage de confesser, il faut l'amener à se retrouver. Parce que là où l'enfant se retrouve elle-même, elle ne se retrouve pas. Elle a besoin de plus d'amour. Si c'est le garçon, il a besoin de plus d'amour, surtout de la part de ses propres parents. Mais malheureusement, il arrive parfois que certains parents se méprennent. Eh bien, on jette l'enfant par la fenêtre. L'enfant est renvoyé de la maison ou bien on l'envoie directement au diable. Lui, il est bon pour l'enfer. Bon, demain, on se rend compte qu'il y a un enfant qui a fait pire que ça, mais que les parents ont aidé à se retrouver. Bon, j'ai entendu l'histoire d'un père qui me fait toujours réfléchir. Quelqu'un a enceinté sa fille. Naturellement, les parents renvoient la fille, va demeurer chez l'auteur de la grossesse. Mais ce père, lui, n'a pas fait comme ça. Il a fait venir le garçon dans sa propre maison, a donné une chambre à ce garçon avec sa fille. Il a entretenu la grossesse jusqu'à ce que la fille accouche. Et chemin faisant, le garçon a gagné une loterie Visa et il s'est retrouvé aux États-Unis. Par après, il a fait venir sa femme et son enfant. Et après, c'est son beau-père et sa belle-mère. Et à l'heure où je vous parle, ils sont tous là-bas aux États-Unis. Est-ce que tous les parents peuvent avoir ce cœur de père pour faire comme ce père? Ce serait merveilleux. Mais pour un autre, c'est un garçon qui a enceinté sa fille. Et pour aider ce garçon à réussir, à s'occuper de sa fille, lui-même, il a payé tout le matériel que le garçon avait besoin. C'est un plombier. Il n'avait pas tout, mais lui-même, il a aidé à relever la tête pour se maintenir et aider sa fille à s'installer. Bien, ça fait quoi? Bon, je vous supplie, je sais que ce n'est pas difficile et ce n'est pas un quitus pour les enfants d'aller contracter une grossesse et amener, parce que ça vous déshonore vous-même. Mais je veux tout simplement dire que on ne lave pas un enfant pour aller le jeter avec l'eau sale. Il faut jeter l'eau sale et garder l'enfant propre. Ça doit être l'attitude de nous, les parents, quand de telles situations se présentent. Juge Autor, si là je vais interroger le père que vous êtes, dans un cas pareil pour vous, quelle peut être la meilleure attitude du père d'une fille qui se retrouve dans une situation pareille ou du garçon dans la même situation? Merci. Il faut dire qu'on ne peut pas s'imaginer dans une situation comme celle-là. Le désastre, c'est de la catastrophe parce que
C'est vrai, les enfants ont des rêves pour leur avenir, mais les parents également ont des rêves pour leurs enfants. Donc, vous voyez tout s'écrouler autour de vous et par rapport à ce que vous avez imaginé ou pensé pour votre progéniture. Et ce n'est pas facile. Cependant, je crois qu'il faut éviter de réagir sur le champ. Il faut prendre toute sa patience, tout son calme, et ne même pas parler si on peut se retenir pendant un temps et prier, demander à Dieu de vous donner surtout la bonne posture, la bonne conduite. Et je sais, tel que le pasteur l'a dit, lorsque l'acte est posé, il est posé. Il faut, c'est comme quand on dit le vin est tiré, il faut le boire, il faut assumer. Et donc, il ne sert à rien parce qu'on aggraverait la situation en rejetant l'enfant, parce que l'enfant n'est pas encore responsable. Il irait faire pire. Et si l'enfant devient délinquant, eh bien, tant qu'il n'est pas majeur, cela vous reviendra. On vous appellera et vous vous rendrez compte en ce moment-là que vous avez agi avec irresponsabilité. On a un cas actuellement où la fille est tombée enceinte. Eh bien, le papa n'a rien trouvé à faire que d'aller faire emprisonner le garçon. Et comme la maman suppliait, en se disant, bon, c'est arrivé, c'est lui qui sera notre gendre parce que c'est notre petit-fils et c'est son enfant, eh bien le papa a sorti la femme et l'enfant aussi de la maison. Dans une telle situation, vous vous demandez, bon, voilà le jeune homme en prison actuellement, il est là-bas. Ta propre fille et ton épouse, tu les mets dehors, c'est comme si on aggravait soi-même sa situation par la situation qui est advenue. Donc vraiment, il faut qu'on prenne du recul et qu'on voit quelle est la solution la moins grave à adopter pour continuer à vivre, parce qu'il faut toujours continuer à vivre. Docteur Lokodono, vous qui êtes un habitué des milieux hospitaliers, est-ce qu'il y a, que ce soit pour les jeunes dans la situation ou pour les parents, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique dans les milieux hospitaliers par rapport aux personnes dans cette situation? C'est une question difficile? Non, la question n'est pas difficile, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est une adolescente qui est enceinte et qui vient en consultation gynécologique pour une grossesse, et elle vient en gynécologie pour faire une consultation gynécologique, et le suivi psychologique n'est pas forcément là. Elle vient simplement pour une consultation. Et maintenant, si elle est en détresse psychologique, il faut encore que la prise de conscience de cette crise psychologique soit telle pour qu'elle demande un soutien psychologique et qu'elle aille dans le milieu psychologique en lui-même. Mais en général, ils vont en gynéco, ça se règle. Bon, c'est une jeune grossesse, les médecins lui donnent des conseils, les sages-femmes lui donnent des conseils, mais sur le plan psychologique, ce n'est pas automatique. Voilà, pour ce que j'en sais, mais peut-être que je ne sais pas tout non plus. On va recevoir un premier tour de questions du public. Après, j'aurais bien aimé entendre le docteur Jesus sur la question de l'accompagnement psychologique. Est-ce que nos structures sanitaires aujourd'hui sont préparées lorsque survient de pareils cas, au-delà des conseils que le médecin peut donner, que le gynécologue peut donner, y a-t-il un accompagnement psychologique? Nous allons prendre la première personne dans le public pour sa question. Bonsoir l'assistance. Je remercie les invités qui sont en train de faire le tour pour nous expliquer beaucoup de choses. Je me nomme Azidome Kofi Florent. Je suis pasteur et je suis étudiant
en année de licence à l'ESTAO. D'abord, je voudrais dire ceci. La grossesse d'une adolescente, c'est vraiment une catastrophe, comme le dit le juge. Voici mon inquiétude. En écoutant le juge parler tout à l'heure et donner un exemple, j'ai eu l'impression comme c'est quelque chose de très grave. Lorsque quelqu'un enceinte ma fille, par exemple, et j'amène la personne au niveau des autorités et je me permets de l'emprisonner, quoi. Or, nous savons qu'au Togo, il existe une loi où si un enseignant enceinte une fille, on peut poursuivre cet enseignant-là et l'emprisonner. Ou bien quelqu'un se donne le vilain plaisir d'enceinte ma fille, je peux le poursuivre. Mais en écoutant le juge, j'ai eu l'impression que, bon, si quelqu'un enceinte ma fille, je n'ai vraiment pas le droit de poursuivre la personne. Je dois digérer et c'est difficile à digérer. Merci. Que le juge nous dise quelque chose par rapport à cette situation. Merci. Merci beaucoup pour la question. Nous allons passer la parole. On va prendre une deuxième question d'abord, avant de passer la parole pour la réponse. Je me nomme Nakana Yenouché Asana. Je suis élève au lycée Bekikame. Je voulais poser la question. Quand il a dit que si on enceinte une fille... Quand vous parlez de il, vous parlez de qui? Le pasteur, le juge? Oui, quand le pasteur a dit que l'homme, quand on a enceinté sa fille, il a pris la charge, il a aidé le garçon, comme le garçon allait hors du pays, il a pris son beau-père, sa femme et sa belle-mère. Si l'homme allait hors du pays et il allait épouser une autre femme, qu'est-ce que le beau-père va dire? Merci beaucoup pour la question. Juge Autant, je pense que là, on va répondre à la première question du pasteur qui dit avoir eu l'impression comme si finalement quand quelqu'un enceinte ma fille, je suis démuni, je ne peux rien faire. C'est l'impression qu'il a eue en vous écoutant. Merci. Il a parlé d'une loi, c'est la loi du 16 mai 1984 qui incriminait des relations sexuelles suivies entre un enseignant ou un formateur, parce que ça concernait et les élèves et les apprentis. Donc si le formateur ou l'enseignant entretenait des relations suivies avec son élève ou son apprenti, eh bien, de telles personnes étaient passibles d'emprisonnement. Mais la réalité, c'est que cette loi est tombée en désuétude. On ne l'applique plus, on n'a pas pu véritablement l'appliquer. Les enseignants ou les formateurs qui se sont trouvés dans ces situations, eh bien, ont souvent fui. Ils ont pris la poudre d'escampette, ils sont rentrés dans d'autres pays. Donc, on n'a pas pu les prendre, puisqu'ils savaient que, bon, il avait ça et qu'on était en train d'enclencher une poursuite. Eh bien, les gens sont partis et les grossesses sont restées. Les enfants sont restés avec les parents qui voulaient poursuivre et qui ont été obligés de donner leur propre nom à ces enfants-là. C'est aussi une autre catastrophe. C'est que vous avez un enfant qui n'est pas de vous, mais qui porte votre nom. Seulement parce que vous avez voulu poursuivre le père et que le père a disparu dans la nature. Et certains sont au Gabon. Quand ils vous parlent, ils disent « Ah, c'est à l'époque, bon, j'étais dans telle situation, j'ai dû me rendre au Gabon. » Bon. Et c'est maintenant qu'il est en train de refaire les pièces de son enfant pour que l'enfant porte son nom, parce qu'il reconnaît que c'est son fils, mais la situation ne lui a pas permis de prendre ses responsabilités et de s'occuper de cet enfant-là. Donc voilà dans quelle situation nous sommes par rapport à cette loi. C'est vrai, lorsque vous venez et que vous commencez par dire « Non, cette grossesse n'est pas de moi » et autres, eh bien, nous avons vite fait de sortir la loi. Nous sortons la loi fréquemment. Elle n'est pas abrogée, elle est simplement... Mais si vous voulez faire le bandit, eh bien, malin et demi. On vous dira, eh bien, vous reconnaissez quand même que vous avez eu des relations suivies avec la fille. Vous dites oui, on vous dit, bon, nous vous prenons par rapport à cette loi
vous resterez là et vous allez réfléchir. Si vous reconnaissez être le père de cet enfant, eh bien, nous verrons comment gérer la situation. Donc voilà à quoi sert cette loi aujourd'hui. C'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. La deuxième question, c'est par rapport à la situation de ce père qui a aidé ce jeune garçon, que son beau-père l'a aidé. Après, c'est lui qui l'amène aux États-Unis. Maintenant, si c'était qu'il est parti et puis il n'a rien fait. Bien, merci. Je donnais cet exemple pour expliquer comment les parents doivent être tolérants vis-à-vis de leur fille ou bien de leur garçon qui aurait posé un tel acte. Bon, je ne donne pas un quitus pour dire que quand ça arrive, c'est comme ça toujours qu'il faut se comporter. Néanmoins, c'est pour vous mettre en exergue comment ce père a géré la situation et comment cette gestion a été utile pour lui, pour sa femme, pour son enfant qui a contracté cette grossesse. Contrairement à quelqu'un d'autre qui va mettre cette fille hors de sa maison, et aussi le garçon, ses parents aussi vont le mettre hors de leur maison et les deux seront obligés de se débrouiller. Et imaginez tout ce que cet acte peut poser dans le cœur de ces enfants. Ils ne vont pas oublier cela toute leur vie et ils vont le prendre toujours en mal. Mais ce n'est pas comme ça on traite son enfant. C'est ce que nous voulions dire. Mais comme elle a dit, c'est le cas extrême ça. Quelqu'un a eu l'amabilité de te garder et tu es parti à l'étranger, tu oublies sa fille, eh bien, ce n'est pas de cette manière que l'homme doit se comporter. Mais nous parlons de la manière dont nous devons nous comporter de façon à être agréable à Dieu. Merci beaucoup. Merci, pasteur, pour la réponse. La question suivante. Merci beaucoup, les panélistes. En fait, ma question, je me nomme Esa Bruno, je suis ophtalmo de profession. Ma question, en fait, va à l'endroit des parents des filles qui sont souvent vus comme étant lésés. Parce que si on enceinte leur fille, elles pensent que c'est elles qui subissent plus que la famille du garçon. Mais la réalité aujourd'hui est toute différente. Même dans les établissements, il y a des filles même qui font la cour aux enseignants. Et les enseignants, des fois, tombent dans le piège même de certaines filles. Maintenant, quelle est la loi au Togo aujourd'hui qui amène les parents en fait à comprendre cette situation? Je m'explique. S'il advenait que la fille a plusieurs relations et que la fille ne connaît même pas l'auteur de sa grossesse et dit par exemple c'est Kofi qui m'a engrossé, Kofi aussi ne reconnaît pas la grossesse et c'est là les parents de la fille prennent Kofi et l'enferment. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a des parents ou bien des garçons qui ont des enfants qui ne sont pas de leur. Est-ce qu'au Togo, comment faire pour reconnaître les vrais parents quand la fille ne reconnaît pas vraiment l'auteur de la grossesse? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une deuxième question. S'il n'y a pas une deuxième question, je pense que le juge va réagir sur la question, si après le pasteur pourra compléter. Merci. En fait, à la justice, la fille viendra toujours avec un nom. Et le premier nom qu'elle prononcera sera le bon. Bon, il suffit que celui-là reconnaisse qu'il a aussi des relations avec elle. Bon, vous allez vous occuper de la grossesse calmement et lorsque l'enfant sera né, on procédera au test. Il y a actuellement le test ADN même qui se fait. Maintenant, si vous refusez de vous occuper de la grossesse, on revient au cas du pasteur. On commence par sortir l'arsenal
qui peut vous amener à comprendre que vous devez faire face à vos responsabilités. Et si calmement vous acceptez, on vous dit combien vous devez payer pour le trousseau, combien vous devez mettre à la disposition de la jeune fille pour son petit déjeuner quotidien, et s'il faut lui trouver une piole et tout ça, on vous explique tout, et si vous prenez tout en charge, bon, tout se passe bien, tant avec vous qu'avec la jeune fille jusqu'à l'accouchement. Et après, on procède au test pour dire si vous êtes oui ou non le père de l'enfant. C'est à partir de ce moment que la fille devra commencer par voir son carnet, les carnets d'adresse qu'elle a et rechercher le véritable père s'il y a lieu. Merci. Ce test est à la charge de qui? La grossesse? Le test à faire après. C'est à votre charge. C'est vous qui ne voulez pas reconnaître la grossesse. Vous faites le test pour vous dégager de cette grossesse. Tant que vous n'aurez pas fait le test, eh bien, on continuera à penser que c'est vous. Puisque certains, c'est vrai, en fin de compte, ils savent bien que c'est eux. Ils viennent, ils voient l'enfant et bon, ses parents disent, mon frère, il ne faut pas gaspiller de l'argent, il faut arrêter cette affaire. Et bon, tout le monde se comprend. Et ça s'arrête là. Merci beaucoup, pasteur. Un complément sur la question? Non, bon, je ne pense pas que j'ai encore autre chose à ajouter. Hein. Merci beaucoup. Alors, l'autre partie, nous revenons ici, mais je voudrais bien entendre le docteur Essou, puisque nous sommes en matière d'accompagnement, justement, de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons, et même des parents dont les enfants se retrouvent dans cette situation. Est-ce que nos structures sanitaires ont ce côté accompagnement psychologique juste sur cet aspect-là? Parce qu'après, on va revenir éventuellement vers vous, vers Madame Sejede pour des compléments. Juste sur l'aspect d'accompagnement psychologique, y en a-t-il dans nos structures, les structures publiques ou d'autres structures vers lesquelles on pourra s'adresser, la jeune fille, le jeune garçon, ou bien les parents pourront avoir cet accompagnement psychologique-là? Ok. Merci Samuel. Je crois que le docteur Anne l'a déjà dit. Au Togo, il n'y a pas cette prise en charge psychologique systématique. Dans aucune structure sanitaire au Togo, vous n'allez pas trouver ce soutien qu'on donne à la victime et ses parents. Mais ce qui est fait, c'est quand la jeune fille est reçue dans les hôpitaux avec les complications, par exemple, elle a tenté d'avorter, et c'est dans la prise en charge maintenant que le médecin va la référer pour un soutien psychologique. Sinon, dans la majorité des cas, ces enfants ne sont pas pris en charge par un psychologue. Or, c'est ce qui devait être fait, parce que le docteur Anne l'a dit, la première des choses que la jeune fille doit faire, c'est d'abord de se pardonner. Elle-même d'abord. Et c'est ça qui va la donner le courage de pouvoir aller jusqu'au bout de cette grossesse. La deuxième des choses aussi, c'est les parents. Le juge l'avait dit, les parents sont déçus par leur fille. Parce que je rêvais que ma fille soit ci, je rêvais que ma fille soit ça. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que certains parents, à cause de leur fierté, de leur position sociale, parce que j'ai telle image, même dans l'église, tu viens salir mon nom, tu viens me jeter de la honte. Donc, et c'est dans ces cas même, des fois, que c'est les parents eux-mêmes qui demandent à leur fille d'avorter, juste parce que mon image sera mal vue devant les gens. Et certains parents encouragent. Il y a certains auteurs de grossesse, la famille vient pour accepter cette grossesse, mais les parents de la fille vont dire non, nous on veut que notre fille avorte. Donc je crois que la prise en charge psychologique dans ces histoires est vraiment capitale. Malheureusement, ce n'est pas donné dans nos hôpitaux. Donc ce qui pourrait être fait, c'est que quand les parents acceptent accompagner la jeune fille dans la prise en charge dans les milieux spécialisés, il ne faut pas oublier le soutien psychologique de la victime, même après l'accouchement, pour qu'elle puisse assumer son rôle de mère. Sinon, l'autre chose qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est que la jeune fille aussi, il y en a qui ne sont pas conscientes. Hein. Les parents sont là, ok, tu tombes enceinte, tu accouches, maman prend, tu continues tes études, vous allez voir encore 1 an, 2 ans après, elle va encore retomber enceinte. Parce qu'il y a les parents qui sont derrière, qui la soutiennent.
Donc il y en a qui sont insouciantes, il y en a qui ne réfléchissent pas. Ils pensent que l'amour que les parents ont envers elles lui donne encore le droit de sombrer encore dans les bêtises. Non, il faut que nos jeunes filles puissent prendre conscience de la situation et savoir que ça là, c'est un incident et il faut qu'on puisse vraiment se remettre de cet incident et prendre vraiment notre destin en main. Sinon, papa et maman vont recevoir, mais toi-même, tu cours vraiment un grand risque. Merci beaucoup, docteur Essou, pour cet apport. La deuxième, l'autre partie qu'on va aborder, le juge autant va beaucoup plus parler, mais il y a un aspect que le docteur Essou vient de dire, sur lequel je voudrais vous écouter, pasteur Adadé, c'est par rapport à la question d'avortement. Ces familles-là, parce que j'occupe un poste de responsabilité, parce que je suis en estime, je vais faire avorter la jeune fille, mais là, il y a la sacralité de la vie, je pense. La vie est sacrée et l'avortement, c'est à bannir. Bien, je l'ai dit dès le début, qu'on ne commet pas un péché pour en ajouter un autre. Il ne faut pas être incrédule jusqu'à ce point. Et comme on le dit souvent, l'incrédulité est la mère de tous les vices. Il vaut mieux commettre un péché et s'arrêter là. Si un parent, pour sauver sa propre dignité, enlève la vie, il commet un péché très grave. Parce que la vie, elle est sacrée. À partir du moment où il y a grossesse, il ne faut pas l'arrêter. Il faut que la grossesse aille à terme. Vous ne savez pas ce que cet enfant-là va devenir demain. Vous ne savez même pas combien d'enfants Dieu vous a donné. Vous arrêtez la vie là aujourd'hui et demain, vous allez le regretter. Non, il ne faut pas penser de cette manière-là. Hein? Au contraire, la dignité, c'est Dieu qui la donne. Il vaut mieux laisser cette vie-là demeurer et attendre ce que Dieu va faire avec cette vie demain. Perdre cette dignité, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il ne faut pas conforter les enfants dans leur péché en ajoutant encore péché. Merci beaucoup, pasteur Adadé. Juge Autor, on veut s'intéresser maintenant à la loi au niveau du Togo. On sait qu'il y a beaucoup de domaines qui sont encadrés par la loi, notamment les conséquences qui peuvent découler des actes sexuels. Vous allez nous dire, on va faire un tour d'horizon sur un certain nombre de phénomènes. Vous nous direz ce que dit la loi. Par exemple, si je prends le mariage forcé qui existe aujourd'hui dans nos sociétés, qu'est-ce que dit notre loi? Comment on encadre cet aspect-là? Le mariage forcé est interdit et tout le monde le sait. On ne peut pas rentrer dans le mariage par la contrainte. Et un tel mariage devant la loi est nul parce que si l'un des conjoints n'a pas donné son consentement et un consentement libre au mariage, eh bien, ce mariage est nul. Maintenant, pour ceux-là qui contraignent leurs enfants à ces genres de mariage, eh bien, il y a les textes sur les violences, les maltraitances qui sont appliqués. Maintenant, par rapport à un tel mariage, si c'est la fille qui est forcée au mariage et que vous, l'homme, vous entretenez des relations sexuelles avec la fille, le danger pour vous, c'est qu'on vous prenne pour viol. Parce que la personne n'a pas consenti au mariage, ça devient un piège. Ce n'est pas parce que les parents ont dit, bon, nous te le donnons, que vous avez le cutis pour en faire ce que vous voulez. Il faut s'assurer du consentement de la fille. Et si vous prenez une telle fille et que vous la gardez, si elle se plaint après d'avoir eu des relations sexuelles sans son consentement, eh bien, vous tombez droit dans le cadre d'un viol. Et ça ne pardonne pas, c'est criminel. Devant la loi, c'est criminel. Ceux qui s'amusent
à ces relations sexuelles avec des mineurs. Et moi, je dis, c'est un amusement qu'il ne faut pas tenter. Parce que devant la loi, vous faites d'abord 2 ans en instruction. On commence par chercher à savoir si vous-même vous êtes bien dans la tête. On commence par demander à des médecins de vous expertiser, un psychanalyste. On commence une procédure où on demande aux OPJ d'aller dans votre famille, dans votre environnement, pour enquêter, pour voir quelle est votre nature. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se comporte normalement? Est-ce que vous n'êtes pas alcoolodépendant ou est-ce que vous n'êtes pas un drogué? On finit ces enquêtes-là avant de commencer maintenant par approfondir les interrogatoires et asseoir le crime, et on vous conduit devant la cour d'assises. Les crimes sexuels, on ne les traite pas en première instance, on ne les traite pas au tribunal, c'est devant la cour d'assises. Donc c'est un amusement auquel il ne faut même pas se risquer, il ne faut même pas y aller. Et même lorsque la fille vous fait la cour, eh bien dites-vous que c'est un piège. C'est un piège pour hypothéquer votre vie. Il y a des étudiants, des élèves en prison actuellement, juste pour, bon, ils sont à 2, ils s'amusaient, ils ont invité la fille et après, bon, ils l'ont amenée dans la chambre. Comme les garçons chez nous, ils pensent que la fille, même si elle veut, elle ne dira jamais oui. Donc, dans la plupart des cas, on impose des relations sexuelles. Bon, en réalité, elle n'était pas contre. C'est vrai qu'elle n'a pas dit oui, mais tant que la personne n'a pas été consentante, eh bien, vous êtes carrément dans le décor. Donc, c'est très grave lorsque vous acceptez une fille qu'on vous donne par force. Bon, si vous pensez que vous avez les muscles et que vous pouvez la maîtriser, eh bien, devant les barreaux de la prison, je ne suis pas sûr que vous aurez suffisamment de muscles pour résister. Oui, mais juste quand vous parliez, j'ai l'impression que c'est souvent le garçon qui est toujours incriminé. Est-ce qu'il n'y a pas de situation où le garçon lui-même il est faible et que c'est par le fait de la fille que c'est arrivé? Par le fait de la fille, si la fille a été... Pourquoi? Bon, il y a même un cas où, je vous parle de piège, il y a un parent, on s'est rendu compte que 3 fois de suite, il a poursuivi des gens pour avoir entretenu des relations sexuelles avec sa fille, des enseignants. Et les enseignants venaient dire, ah non, la fille elle-même m'a accompagné jusqu'à mon domicile et autres. Mais le parent, à chaque fois, il vient réclamer 500 000 pour retirer sa plainte. Et les gens payaient. Vous comprenez ça comment? La fille est utilisée comme un appât. Donc, si vous regardez une fille vous approcher et courir et vous pensez que c'est donné et que vous avez gagné à la loterie, eh bien, sachez qu'il y a parfois ces cas dans lesquels le parent est tapis dans l'ombre et il vous surveille. Il suffit que ça arrive pour que, bon, il se taille la part belle et dit, bon, que c'est la loi, hein. Il faut que la loi parle. Maintenant, si vous venez demander pardon et tout ça, il vous dit, bon, si vous trouvez 500 000, on va voir. Donc vous êtes dans une situation où je considère que c'est l'homme qui doit faire attention. Et nous nous disons que c'est lui qui est responsable quand nous parlons de grossesse précoce. Donc nous sommes dans le cadre d'une fille qui n'a pas l'âge requis. Donc une telle fille n'a pas de volonté. Et quels qu'en soient les cas, même pour les personnes âgées, on a plusieurs cas où eh bien, vous pensez que c'est gagné, mais après, sur les médias même, vous allez sur les joueurs, les personnes bien nanties, après vous apprenez qu'on est en train de le poursuivre pour viol ou tel cas, c'est pour de l'argent. Donc je crois que l'homme doit être celui qui doit faire le plus attention dans cette situation-là. Il ne faut pas regarder la fille comme étant une proie dont on doit se saisir parce qu'elle est disponible. Donc fondamentalement, il y a un parallèle à établir entre mariage forcé et viol. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est
je pense que vous l'avez dit lors de la première partie, en termes d'avortement, ce n'est pas autorisé, mais c'est encadré. Oui, l'avortement n'est pas autorisé au Togo. Bon, je le disais l'autre fois, c'est lorsque l'avortement est survenu par viol que la loi dit on peut. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Maintenant, lorsqu'il y a viol ou lorsque c'est dans le cas d'un inceste, bon, la loi dit il est possible qu'on aille à l'avortement. Mais également, lorsque la santé de la mère est gravement compromise à la suite de cette grossesse-là, ou encore lorsque l'état de l'enfant qui va naître est tel que, bon, ça ne sera pas un véritable enfant. Ou bien ce sera un enfant, mais porteur de pathologies très graves. Donc là, la loi autorise également. Mais pour les autres cas, l'avortement est interdit. L'avortement est interdit. Pour le Pasteur Adadé, je pense que la question d'avortement, c'est pas autorisé, mais il y a des fenêtres quand des cas surviennent. Pour les hommes de Dieu, moi je les écoute souvent qui vantent que la vie, quelle que soit son origine, il faut l'entretenir. Quelle est votre position sur cette question? Oui, la position du pasteur sur cette position, c'est que la vie est sacrée. C'est Dieu qui la donne, c'est Dieu seul qui a le pouvoir aussi de la reprendre. Personne n'a le droit là, personne n'a ce pouvoir. Et si quelqu'un enlève une vie, il pêche. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et encore, tuer, c'est un grand crime. C'est pourquoi nous optons pour le fait de garder la vie, de la préserver, jusqu'à ce que cette vie soit mature. Et on ne doit pas aller à l'avortement. D'accord. On va recevoir une autre série de questions du public. Mais nous allons passer la parole à Madame Swedjede qui nous a écoutés depuis le début sur tous les aspects que nous avons touchés et qui certainement a des contributions à faire. Merci beaucoup. D'abord pour les filles. Moi ce que je dis c'est que aux filles je dis, même avec Dieu, quand on pêche, même quand Dieu pardonne, les conséquences on les subit. Quand tu voles et que ton vol mérite que tu fasses la prison, même si Dieu te pardonne, tu iras faire la prison. Donc il faut être dans la disposition d'accepter les conséquences de son acte. Reconnaître que, ou bien accepter que ce qui arrive n'est pas une fatalité. Généralement, c'est les premières réactions des parents que les enfants craignent, que les filles craignent et qui les poussent soit à l'avortement ou dans d'autres vices. Mais quand on est dans la disposition d'accepter les conséquences de son acte, même si le parent se met en colère, ce qui est tout à fait normal, c'est une déception et on ne peut pas prévoir cette réaction-là. Quel que soit ce qu'on dit, quand ça arrive, il faut être assez fort de caractère pour dire, bon, ok, ça fait rien. Que les enfants sachent que même si le parent se met en colère, il est dans son droit. C'est à eux d'accepter leur tort, leur responsabilité pour se soumettre. Pour se soumettre, moi je dis souvent aux filles, tu fais ça, quand tu vas accoucher, je ne vais pas me réveiller la nuit à ta place pour m'occuper de l'enfant qui pleure. C'est toi qui vas subir. Tu vas à l'école, tu vas continuer l'école avec la grossesse. Je m'en fous de la honte que tu auras sur le chemin de l'école ou bien dans la classe. Il faut être apte à accepter toutes ces conséquences-là de son acte. Et il faut le savoir. C'est pour ça que moi, je me dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Et je pense qu'on va leur donner plus tard les conseils pour prévenir parce que c'est toujours mieux. En abordant l'aspect psychologique, je pense que c'est très important. C'est vrai que nous n'avons pas la culture de psychologue dans nos pays.
Mais moi, je vois une alternative quand le parent ne peut pas le faire à son niveau, de faire recours à d'autres parents dans la famille. Quand on n'a pas le courage, la patience de parler avec son enfant pour la ramener, les filles, à la raison, il y a les tantes, il y a les oncles qui sont peut-être plus calmes, plus patients, ou peut-être qui ont plus une relation particulière avec cet enfant-là, à qui on peut confier cette responsabilité de prendre en charge psychologiquement l'enfant. J'aime bien donner les exemples. Il y a un garçon qui me dit, c'est vrai, il a couché avec la fille une seule fois et la fille est tombée enceinte. Quand le papa de la fille l'a convoqué, la question est, tu reconnais que tu as couché avec ma fille? Il répond oui. Eh bien, elle est enceinte, qu'est-ce que tu comptes faire? J'attends la réponse d'ici 3 jours. Il dit, quand il est rentré à la maison, il ne sait pas ce qu'il a eu. Il était élève. Il a ramassé ses affaires, il est rentré dans le Ghana, sans savoir même où il allait. C'est un moment qu'il est revenu à lui-même et puis, mais qu'est-ce que je fais? Il a dû aborder un homme et lui a posé le problème et c'est l'homme qui lui a conseillé de revenir parce que de toutes les façons, on ne va pas te tuer parce que tu as enceinté une fille. Mais c'est vrai que sa scolarité a été bousillée parce que psychologiquement atteint, il n'a même pas pu continuer l'école. En voilà des conséquences, parce qu'il n'y a pas que les filles qui subissent les conséquences, il y a aussi les garçons. Donc psychologiquement, il faut forcément qu'on prenne en charge nos enfants. Je voudrais également intervenir sur le fait de la situation de ces filles qui se permettent, qui se donnent le malin plaisir de coucher avec beaucoup de garçons. Je prends encore le cas d'une fille, une situation que je gère actuellement. Quand elle a couché avec le garçon, elle avait déjà un copain. Et quand elle est tombée enceinte, le deuxième garçon responsable, c'est après quand le monsieur a su qu'elle est tombée enceinte, le monsieur s'est dit, ben attention, au moment où j'ai couché avec cette fille-là, cette grossesse-là n'est-elle pas de moi? C'est le monsieur qui a abordé la fille pour lui dire, ben j'ai appris que tu es enceinte, tu es sûr que cette grossesse n'est pas de moi? Il dit, non, cette grossesse n'est pas de toi. Elle est allée donner la grossesse à son copain officiel, reconnu par les parents, l'église et tout. Mais c'est après l'accouchement qu'à un moment, le garçon à qui on a attribué l'enfant se rend compte que non, cet enfant-là, non, c'est-à-dire il ressent ça, il n'est pas de moi. Et c'est à force de creuser qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le monsieur qui se sentait plutôt responsable, c'est à lui qu'appartenait l'enfant. On a dû ramener l'enfant à son père, changer de naissance. Psychologiquement, même pour cet enfant-là, après, c'est quelque chose. Mais cette fille-là, aujourd'hui, son problème, c'est maintenant, il a accepté l'enfant, mais quand je lui demande s'il me répond ça, quand je lui dis ceci, il me répond, je lui dis, mais qui est responsable? C'est une question de dignité personnelle en tant que fille. C'est ta dignité que toi-même tu as bafouée comme ça. Tu vois comment on te balance de gauche à droite et tu veux incriminer ce garçon. Au début, il a pris ses responsabilités. C'est toujours toi qui as dit non, c'est pas toi. Maintenant, tu es balancé et puis tu cherches du secours. C'est une question de dignité personnelle que les filles doivent préserver. Et savoir que ça ne se limite pas aujourd'hui. C'est une situation qui va les poursuivre tout le long de leur vie. Cet enfant-là apprendra forcément ce que sa maman a fait. Et quand tu vas te mettre devant ton enfant plus tard pour dire ne fais ci, ne fais pas ça, un enfant rebelle te dira mais est-ce que tu es en droit de me donner des conseils si toi-même tu as fait ça dans ta jeunesse? Voilà autant de situations que les jeunes filles doivent prendre en compte maintenant pour se préserver. Je suis un peu désolée de ne pas les voir assez dans la salle. Parce que parfois elles se disent soit ça ne concerne que les autres, c'est l'affaire des autres, ou bien elles ont honte d'entendre la vérité qu'on veut leur dire et elles ne se présentent pas. Mais comme le thème le dit, il faut qu'on parle, il faut qu'on leur parle. Et pour les parents, il faut accepter la situation. Et quelque part accepter qu'on est un peu responsable aussi de la situation en n'ayant pas préparé nos enfants en amont. C'est pour cela que même dans notre colère, même dans notre déception, il faut savoir raison garder pour accompagner
nos enfants. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant et on va continuer. Merci beaucoup, Madame Swedjede. Vous allez vous arrêter, mais moi j'ai encore une question pour vous. Avant de vous l'adresser, je signale que ceux qui veulent poser des questions, prière, levez la main pour que nos frères et sœurs qui donnent la parole puissent vous repérer afin de vous donner les micros. Levez bien la main. La question que j'ai à vous poser, Madame Swedjede, c'est quand nous parlons des parents, vous qui accompagnez nos jeunes, est-ce qu'à un moment donné, par rapport à la réalité que nous décrivons, là nous sommes dans Parlons-en, je suis carrément en train de sortir du cadre de l'Église, parce qu'une mère me disait une fois, face à la situation, j'ai dû dire à mon enfant, prends un préservatif. Et la mère qui me parlait, elle est chrétienne. Est-ce que c'est des choses, face à la réalité du phénomène que nous décrivons, c'est des choses auxquelles on peut recourir, ou bien on reste strictement dans ce dans quoi on nous a éduqués, ça ne se fait pas? Merci beaucoup, je vais être sincère avec vous. Moi-même, il m'est arrivé de dire ça. Et ma maman m'a dit, mais comment tu peux parler comme ça à ta fille? C'est quand ma fille allait quitter le pays, elle avait 17 ans quand elle devait partir pour ses études. Je me rappelle qu'à l'aéroport, je lui ai dit, ma fille, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne le feras pas, mais les circonstances de la vie, je ne les maîtrise pas et tu ne les maîtrisais pas. Tu ne les maîtrises pas. Si jamais cela doit arriver, n'oublie pas qu'il y a le préservatif. Mais je sais que tu ne le feras pas. Je me rappelle, j'étais à l'aéroport avec ma maman. Maman n'a pas accepté que je parle comme ça. Mais je lui dis, je veux être réaliste dans le monde actuel dans lequel nous sommes. Dieu merci, ma fille est assez responsable et elle ne m'a pas ramené autre chose. Je préfère qu'on soit réaliste tout en éduquant nos enfants dans la voie de Dieu. Mais vous savez, la vie est tellement complexe avec ces incertitudes. Nous parlons tout à l'heure des cas où les filles sont surprises par des situations où peut-être un homme le force. Peut-être en ce moment-là, ne serait-ce que demander, si on n'a plus rien à faire, demander peut-être que le garçon porte au moins le préservatif avant de faire quoi que ce soit, en attendant peut-être d'aller dénoncer, j'en sais rien. Mais j'avoue que moi-même, il m'est déjà arrivé de dire cela à ma fille. Pas pour l'encourager à aller faire quoi que ce soit, mais j'avoue qu'en tant que parent, en tant qu'éducatrice, et je vois tout ce qui se passe dans la société, je sais qu'elle ne le fera pas, mais je n'ai pas manqué à le lui dire. Je me rappelle que c'était la leçon, je ne sais quoi, parce que dans le cahier, je dis leçon numéro 1, numéro 2, leçon numéro 3. Et je lui ai dit de marquer ça et de ne jamais oublier. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le pasteur est d'accord avec vous, mais on reviendra vers le pasteur pour avoir son avis.